qui m'intéresse, c'est bien sûr de transmettre, mais de transmettre un actif, un patrimoine qui fasse encore plus de sens demain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Ose, le podcast qui vous entraîne dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Comme vous le savez, au fil de chaque épisode, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas eu peur de tenter leur chance, de se tromper ou d'échouer. Des femmes et des hommes qui ont accepté de dévoiler ce que vous n'avez jamais entendu ailleurs. Nous allons parler d'ambition, de réussite, d'argent, mais aussi de mission et de sens. J'espère qu'en écoutant ces entrepreneurs, vous oserez à votre tour. Bienvenue dans Ose. Fondé en 1959 au cœur de la Bretagne, le groupe Rocher est avant tout connu pour ses cosmétiques, Yves Rocher. Mais ce que nos auditeurs savent peut-être moins, c'est qu'il est également impliqué dans le secteur de l'embellissement de la maison avec Stan Home ou encore dans celui du textile avec Petit Bateau. Arrivé à 16 ans au sein de l'entreprise suite à un drame familial, mon invité d'aujourd'hui est à sa tête depuis 2010. Depuis, il a réussi à la dynamiser, à la moderniser et à la mondialiser, tout en garantissant son indépendance. Le groupe est aujourd'hui présent dans 110 pays, emploie plus de 18 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Bonjour Brice Rocher. Bonjour. Comment toi, tu décrirais le groupe 60 ans après sa création ? C'est un groupe familial. Voilà comment je le décrirais. C'est un groupe familial qui est resté attaché à ses racines et à l'ADN de son fondateur, en fait. Donc qui est ton grand-père ? Qui est mon grand-père, exactement. Et en fait, c'est pas tant le fait d'être dans l'univers des cosmétiques ou du textile avec Petit Bateau qui caractérise le groupe, mais plutôt son ADN et finalement la volonté initiale de son fondateur, donc de mon grand-père, d'en faire un groupe, je dirais citoyen. Je sais pas si c'est le bon terme. Parce qu'au début, donc ton grand-père, quand il crée cette marque, le sujet l'initial, c'était la beauté et les soins par les plantes, et ce qui est très important, à un coût raisonnable. C'était la définition aussi de départ. Dans ce podcast-là, on a souvent des gens qui ont lancé leur entreprise, qui l'ont créée. Et comment tu te considères, toi, tu te vois comme un intrapreneur, un entrepreneur ? Pour toi, un entrepreneur est forcément un fondateur ou pas forcément ? Et je vais te dire, en je fait, sais que c'est beaucoup de questions compliquées. Je me considère plus comme un passeur, en fait, avant tout. Moi, j'ai hérité du groupe, enfin de sa direction en tout cas, et d'une partie de son capital, et il va falloir que je le transmette, ce groupe. Mais donc il y a cette volonté de transmettre. Après, intrapreneur, entrepreneur, l'intrapreneur, c'est pas forcément, c'est quelqu'un qui en lui-même n'est pas actionnaire quelque part. Donc, c'est pas ton cas. Donc, c'est pas vraiment mon cas. Moi, j'ai une partie du capital. Mais si je reviens sur excuse-moi de te couper, mais si je reviens sur ce sujet qui est un sujet important de passeur, pour toi, tu pourrais passer le capital pour que la famille continue à gérer les grandes potentiellement directions ou axes stratégiques. Toi, tu vois déjà ou tu imagines que c'est pas justement un poids très lourd à pas forcément passer, que tes enfants, que vos enfants puissent aussi diriger le groupe ? Non, mais quand tu dis passeur, toi, c'est passeur de capital ou passeur aussi dans la direction ? Non, c'est d'abord avant tout passeur de capital. Parce que après, moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et mes enfants, ils feront ce qu'ils voudront, et les enfants bon, c'est pas ce que t'as fait toi. Non, pas forcément. D'abord, on verra qui voudra prendre la relève d'un point de vue managérial, si j'ose dire. Mais pour moi, les actionnaires, et a fortiori dans un groupe familial, ils sont là pour garantir un socle de valeurs, l'ADN du groupe, etc. Donc, c'est d'abord et avant tout le rôle de la famille. Après, s'il y en a qui veulent s'engager de manière opérationnelle, bah oui, pourquoi pas. Mais bon, d'abord, c'est trop tôt pour le dire, surtout vis-à-vis de mes enfants. Mon aîné a 7 ans, donc on va attendre un peu. Pas trop de pression. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr de transmettre. Et puis, mais de transmettre un actif, un patrimoine qui fasse encore plus de sens demain, concrètement. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ceux à qui je vais transmettre, ils aient la même chance que la mienne. Moi, j'ai hérité finalement. En fait, j'aurais pu hériter
d'un groupe de tabac, quoi, par exemple. Tiens, on a eu la conversation il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai eu la chance d'hériter finalement d'un groupe qui est dans l'air du temps. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des défis à adresser, il y en aura toujours, mais mon rôle à moi, c'est de transmettre quelque chose qui soit aussi percutant que ce que j'ai reçu. Donc ça veut dire que j'ai pas mal de boulot derrière. Ouais, mais si tu prends ce que tu as reçu, il y a vraiment un avant et un après Brice Rocher. Prenons l'exemple de l'internationalisation. Oui. L'international était pour toi un élément majeur. D'ailleurs, tu allé faire aussi tes classes aux États-Unis sur ces sujets-là. Aujourd'hui, vous êtes dans quoi? Plus de 100 pays, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Ça va de la Mongolie à la France, du Canada et bien d'autres. Quand tu as pris la tête de ce groupe-là, qui était un groupe qui était encore assez français et européen, est-ce qu'il était vraiment difficile de faire ce changement-là? Est-ce qu'il y a des mentalités à faire évoluer pour que tu puisses déployer comme ça justement ton... Oui, mais au niveau européen ou mondial. Forcément, parce que vu que mon job c'est de transmettre un actif qui soit encore plus percutant demain, la question de la pérennité de l'actif, elle se pose dès le départ. Le monde évoluant, il faut le transformer. Il faut l'actif, il faut le faire évoluer lui-même. Ce qui permet de faire évoluer les choses, c'est de sortir de sa zone de confort. Et à partir du moment où on sort de sa zone de confort, on met certaines personnes plus ou moins à l'aise par rapport à ça. Et donc, derrière, il faut faire preuve de conviction, de leadership et d'entraîner tout le monde. C'est pas impossible. C'est jamais un blanc-seing, quoi. C'est certainement surtout dans une économie, on va dire, dans une industrie où on fait pas forcément confiance aux personnes qui ont pas de cheveux blancs. Alors, les auditeurs qui ne te voient pas, tu en as quelques-uns maintenant, depuis pas longtemps. Mais quand tu prends la tête de ce groupe, t'es tout jeune. Ouais. Et tu donnes une direction. Donc là aussi, ça peut être des réticences qui disent, mais est-ce qu'il a l'expérience? On peut comprendre la vision, mais l'expérience pour y aller. Toi, ça a été tu as entendu ces remarques-là? Tu n'y as pas fait attention? Tu t'es dit, t'étais sûr de toi? T'as pas eu de doute? Alors d'abord, les choses se sont faites de manière pas brutale, on va dire. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans le groupe à l'âge de 16 ans, suite au décès de mon père. Mais je suis rentré par la petite porte. Hein. J'ai commencé à la comptabilité, au juridique, au contrôle de gestion, etc. Je suis sorti du groupe pour vivre une expérience en dehors du groupe familial. Et puis après, j'y suis revenu, mais avec une équipe dirigeante. Et au départ, il y avait un triumvirat. Ensuite, il y a eu un duo. T'avais quel âge quand t'es revenu? J'avais 23 ans. 23 ans. Et c'est très très jeune. Oui, mais j'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul, avec une équipe dirigeante, etc. Mon grand-père était président, il était président directeur général, et il avait nommé des directeurs généraux délégués. On était 3 au départ, ensuite 2. En 2003, je suis revenu dans le groupe en tant que vice-président du conseil d'administration. En 2006, il m'a nommé directeur général. Et en 2009, suite à son décès, je prends la présidence. Mais tout ça s'est fait sur une période de temps assez longue. Et en plus de ça, c'est là où mon grand-père a été assez brillant, encore une fois. C'est que sur les 3 dernières années, il venait même plus au bureau. Et en fait, quand il est parti... Il est parti. Pour un certain nombre de collaborateurs, c'était presque indolore, puisque certains ne l'avaient pas connu. Et donc, en fait, il nous a laissé quelque part prendre la main. Et donc, c'est une transition qui s'est faite et qui s'est opérée de manière assez douce. On parlait international. Toujours aussi intéressant pour les auditeurs de voir un groupe français qui réussit à l'étranger aussi bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un marché qui a été plus compliqué à conquérir? Est-ce qu'il y a un endroit où la lutte a été considérable ou est encore considérable? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie internationale? Les États-Unis, ça a été un sacerdoce pendant... je pense qu'on a dû se frotter sur ce marché dans les années 80 et on a transformé l'essai il y a 3 ans. et est-ce que tu sais pourquoi tu l'as transformé l'essai? Est-ce que la manière de la vente que tu as commencé à faire différemment, le message, pourquoi?
Alors, pourquoi on a transformé l'essai Pourquoi vous avez réussi après c'est incroyable que vous ayez dépensé autant d'énergie et d'argent pour y arriver, mais pourquoi après 30 ans ou 35 ans, qu'est-ce qui t'a changé pour que ça fonctionne? Alors, bon, en plus, les auditeurs, t'y as passé 2 ans de ta vie Ouais, fermer un département. Ouais, ouais, là, c'était fermer un département. C'était pas très entrepreneurial comme. Bon, oublions. Mais non, ça a été très compliqué pendant des années. Le groupe, en fait, à l'origine, c'est des produits de beauté à base de plantes, mais vendus par correspondance. Le modèle français, on n'a fait que le dupliquer par contagion, comme si les frontières n'existaient pas. Et la vente par correspondance, ça s'y prête très très bien. Sauf que, les États-Unis, pour des questions de différences culturelles, de langue, d'éloignement géographique, pour tout un tas de raisons, on n'a jamais réussi. Peut-être que l'approche n'était pas forcément la meilleure aussi. Ça nous a créé quelques problèmes. À l'époque, il y avait un slogan, c'était un homme, une idée, 1 million. Et donc la personne partait et puis elle y allait et ça marchait pas. Ça, c'était chez nous, hein, on va dire. Les États-Unis, on n'a jamais réussi. Et en fait, comme ça a duré pendant un certain temps, il y avait même dans l'idée en interne que c'était pas fait pour nous et donc il fallait pas y aller, il fallait pas s'y tester, etc. Il se trouve que c'est un groupe, le groupe Rocher, qui a toujours su pivoter. Dès qu'on s'est retrouvé en face d'un mur, on a toujours été en capacité de pivoter, de surmonter l'obstacle ou de le contourner. À l'origine, c'est un groupe vendu par correspondance, c'est une marque vendue par correspondance. Quand il y a eu la crise de 68, grève des postes, la vente par correspondance, ça marche plus. Et qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce que mon grand-père a fait à l'époque? Il a ouvert les magasins. Il a ouvert les magasins. À la fois pour avoir pignon sur rue, mais aussi pour contourner et ne plus dépendre du secteur public. Il y a eu la même idée derrière ça. En tout cas, moi, c'est la même idée qui m'a. J'étais obstiné par ça. On le sait bien, hein, le retail aujourd'hui, c'est plus compliqué, à la fois parce que Internet. Bon, alors là, la crise sanitaire que nous vivons en plus, où il a fallu fermer quand même 95% de nos magasins. Un magasin fermé, ça ne fait plus de chiffres. Moi, j'avais anticipé ce phénomène-là parce qu'on voit qu'il y a des baisses de trafic depuis des années déjà, et tout ça pour aller vers un autre métier qu'on pratiquait déjà, notamment avec l'acquisition de Stanome, qui est cette fameuse vente directe, ce que les Américains appellent le direct selling, mais qui a muté vers le social selling. Et donc, au lieu de faire des réunions à domicile, c'est des réunions qui se font sur les réseaux sociaux, donc hors proximité géographique, etc. Et donc moi, je voulais. C'est pas que j'avais anticipé que on aurait une crise sanitaire et que nos magasins seraient fermés. C'est juste que je voyais bien que la vente par correspondance, elle allait disparaître. Et en fait, ce qui faisait la force du groupe, c'était d'être sur 2 canaux de distribution, à la fois le retail et à la fois la vente par correspondance. Et donc, il fallait que je trouve un nouveau relais pour toujours avoir 2 canaux de distribution. Et comme on avait fait une incursion dans le direct selling, dans la vente directe, et qui en plus se modernise grâce aux réseaux sociaux, je me suis dit on va développer ça. Et donc une opportunité s'est dressée sur notre chemin avec la possibilité d'acquérir une marque américaine, mais qui officiait sur ce canal de distribution et aux États-Unis. Et donc on y est allé. Forcément, c'était la plus grosse acquisition que le groupe ait jamais réalisée. Quel montant ? C'est annoncé ? Oui, c'est 1 fois le chiffre d'affaires, donc à l'époque c'était 1,5 milliard quoi quand même concrètement. Donc c'est grosse somme colossale. Et donc on a fait cette acquisition là. C'était risqué, forcément. On n'a jamais réussi aux États-Unis. Et puis en plus c'était un montant significatif. Je vais sortir des. Enfin, tout ça va être très convenu, quoi. En fait, qu'est-ce qui fait la différence? C'est les femmes et les hommes d'une entreprise. Hein. C'est ça qui constitue l'entreprise. C'est l'équipe. On a mis en place une équipe. Et force est de constater qu'ils ont fait un job extraordinaire. Vous avez gardé l'équipe qui était là quand vous avez acheté ou pas ?
Une partie, oui, mais pas tout le monde. La majorité de l'équipe a été renouvelée. La directrice générale de l'époque, en fait, elle était en fin de carrière et voulait quitter la société. Donc, mais ça, c'était convenu même avant l'acquisition, enfin pendant le process. Puis donc, il a fallu changer 2-3 personnes. On a capitalisé sur les personnes compétentes, etc. On a renouvelé l'équipe et voilà. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça veut dire quoi? C'est une entreprise à mission, ça veut dire qu'il faut définir sa raison d'être profonde et donc s'engager dans un combat, mais pas dans 150 combats. On parle des États-Unis et c'est vrai que c'est un endroit qui fait rêver beaucoup d'entrepreneurs parce que c'est la taille du marché, parce que c'est vrai que quand ça fonctionne, ça peut très bien fonctionner. Tu parlais tout à l'heure de ton grand-père qui justement lui était assez peu international. Déjà Paris, c'était loin de Legacy, comme tu dis, comme tu parlais tout à l'heure. Moi, c'est une chose qui m'a étonné et te connaissant un petit peu et connaissant ton amour profond pour cette région. Le siège aujourd'hui social est à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Alors, il y a encore évidemment d'activités en Bretagne, mais est-ce que tu penses dans un pays qui est extrêmement centralisé, beaucoup trop centralisé, est-ce que tu penses que aujourd'hui le prochain Yves Rocher ou Groupe Rocher pourrait avoir son siège social à la Gacilly, avoir des gens et trouver des compétences fortes là-bas, faire venir des gens? Est-ce que tu penses que cette vision qu'avait ton grand-père à 60 ans est compliquée dans un pays centralisé comme le nôtre, mais est-ce que tu pourrais imaginer que ça pourrait être différent ou pas? Alors déjà, le siège social juridiquement, il est toujours à Lagacy, d'un point de vue juridique. Après, oui, à Issy-les-Moulineaux, il y a ce qu'on appelle le headquarter, qui regroupe les fonctions corporate, très classiquement. Mais en Bretagne, la marque Yves Rocher en France, les bureaux, ils sont à Rennes. Ils sont à Rennes, d'accord. Ils sont à Rennes. Et puis à Lagacy, en fait, 85% de la production, elle est faite en Bretagne. À commencer par Lagacy, etc. En Bretagne, on a à peu près 7000 emplois en France, c'est un peu plus de la moitié en Bretagne. Mais tu penses que ce serait pas possible que la direction soit à Rennes? Non, c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Pour autant, la direction des opérations, qui est quand même un gros truc, est à Lagacy même. Était même à Lagacy. Dire le patron de l'industrie du groupe, il est à Lagacy. Le patron de la supply chain, il est à Lagacy. Donc on peut quand même attirer des talents, quoi. Dans un épisode précédent, j'avais reçu Bertrand Thomas, donc le cofondateur de Caudalie. Il expliquait que l'un des facteurs de succès de Caudalie, c'était la vente en pharmacie. Justement, donc toi, le truc en plus, le facteur de succès pour toi d'Yves Rocher, donc c'est l'humain, c'est ses racines, c'est ses valeurs. Si tu devais en citer un? C'est la vente directe? C'est une combinaison. Pour moi, il y a 3 trucs qui sont puissants et dans l'air du temps. C'est le fait d'être un groupe familial. Et on sait que les familles, elles sont attachées au territoire d'origine, etc. Et ça, le citoyen le reconnaît. Le deuxième, c'est évidemment la beauté par les plantes. C'est le fait d'être un groupe qui soit engagé en faveur de la planète. Bon, là aussi, ça résonne avec l'actualité. Et le troisième, c'est l'humain, bien évidemment. C'est un groupe qui a toujours voulu avoir une relation directe et privilégiée avec sa cliente finale. Et ça fait la différence. Ça fait la différence. C'est pour ça que le social selling, la vente directe, ça fonctionne. Parce que c'est 10 fois plus puissant qu'un algorithme qui va conseiller telle ou telle chose. Je sais pas, là on boit de l'eau, je sais pas ce que c'est, mais si je te recommande demain de boire de l'eau de Montroucous, parce que c'est l'eau la moins minéralisée dans le monde, et que elle est fortement recommandée pour les nouveau-nés et les seniors, donc a priori ça doit pas être mauvais pour nous. Si c'est moi qui te le dis, c'est 10 fois plus puissant parce qu'on a déjà une relation établie que si tu lis ça dans un magazine. Surtout si je sais que vous n'êtes pas actionnaire. Surtout si en plus on n'est pas actionnaire. Ce qui est le cas de nos consultantes indépendantes en vente directe. Ce qui est important de préciser. On parlait du marché du cosmétique qui est extrêmement concurrentiel. Tu as des marques qui se créent chaque jour. Une question pour toi, quand tu vois une marque de cosmétique comme celle de Kylie Jenner qui l'a fait devenir un milliardaire, qui elle revend une partie, je crois que c'était à Estée Lauder, à Coty. À Coty. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ça te pensait quoi? Ça te fait rien? Ça te fait quelque chose? Tu te dis, on est dans un drôle de monde? Ouais, je me dis, on est dans un drôle de monde. Je me dis, on est dans un drôle de monde. Pour deux raisons. D'abord, je pense qu'il y a un déficit d'authenticité derrière ce type de marque. Et ça répond à un besoin de ces jeunes filles qui voient en cette jeune fille, une jeune femme, un modèle. Oui, mais c'est peut-être ça qui est un peu désolant dans un premier temps. Et puis le deuxième truc qui m'interpelle, c'est je dis Coty, sont pas à la première bourde. Quand est-ce qu'ils apprendront Voilà, tout simplement. Donc et ils ont qu'à racheter Yves Rocher. Hein, mais je sais, on en parlera un peu plus tard. Quand L'Oréal fait polémique, quand elle décide de enlever de leurs produits de beauté tout ce qui peut avoir blanc. Alors, c'était particulier en Asie, tout ce qui est whitening, par le contexte du mouvement Black Lives Matter. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que citoyen? Pas en tant que patron, en tant que citoyen. En tant que citoyen, je trouve qu'on mélange tout. Je veux dire, la cause Black Lives Matter, elle est valide, bien évidemment. Mais je vois pas en quoi dire d'un produit qu'il est blanchissant. Si c'est sa fonction, je vois pas en quoi enlever le mot. Enfin, ça a plus de sens, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on est en train de se contraindre beaucoup trop. C'est le politiquement correct. Ouais, mais du coup, il y a un déficit d'authenticité pour moi. Moi, j'ai une conviction très forte, c'est que je pense que toutes les entreprises dans le monde devraient s'engager pour devenir une forme d'entreprise à mission. Mais une entreprise à mission, pour moi, ça ne veut pas dire être de tous les combats. Parce qu'une entreprise à mission, pour moi, c'est une entreprise qui va chercher à conjuguer à la fois de la performance économique et la prise en compte du bien commun. À partir du moment où l'entreprise veut être de tous les combats, elle met en péril sa propre rentabilité et donc sa pérennité. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est une entreprise à mission, ça veut dire qu'il faut définir sa raison d'être profonde et donc s'engager dans un combat, mais pas dans 150 combats. Moi, nous, par exemple, on est devenu une entreprise à mission en octobre de l'année dernière, au sens de la loi Pacte. Je pense qu'on était une entreprise à mission, en fait, depuis le départ, en réalité. Mais suite à ça, j'ai été contacté par la LICRA, SOS Racisme, j'ai été contacté, on m'a interpellé sur l'égalité homme-femme, etc., etc. Je dis pas que ces combats sont pas valides. De combats. Je dis juste que c'est pas notre combat. Ils sont tous valides, les combats, mais c'est pas notre combat principal. Donc, bien évidemment que moi je fais attention à cela, etc. Mais c'est pas le combat sur lequel on va être le plus engagé. Nous, on va être engagé dans notre propre combat. Que tu définis comment? Reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et c'est fondamental pour nous, ce combat-là. À nouveau, pourquoi? Parce que c'est racinaire, c'est l'authenticité de la marque, etc. Ça vient de mon grand-père, en fait, ce combat. C'est-à-dire que mon grand-père, je le disais précédemment, il a toujours eu des problèmes de santé très graves, mon grand-père. Il a toujours été en déficit, à tel point que ses parents ont été obligés de lui faire l'école à la maison. Et du coup, il y avait une proximité très très forte entre lui et son père. Sauf que à l'âge de 14 ans, il perd son père bien-aimé. Et donc c'est un drame familial pour lui. Et on se remet dans le contexte, on est en 14 ans, on est en 1944, dans un petit village à Lagacy, pas beaucoup de distractions pour un gamin de cet âge-là. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réfugié dans la lande bretonne pendant 2 ans. Il dormait pas en forêt, mais il y passait ses journées et ça lui a apporté une forme d'apaisement, de sérénité, de protection. Ça l'a réconforté en quelque sorte. Et en fait, c'est le début même de son projet entrepreneurial. C'est-à-dire que une dizaine d'années plus tard, quand il entreprend, il le fait avec cette volonté de préserver la biodiversité parce qu'il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. Et c'est ça notre combat. Tu parles breton? Non, je connais quelques mots, mais je parle pas breton. Dis-moi. D'ailleurs, à Lagacy, on ne parle pas le breton, on parle le gallo. Donc déjà, ça ne doit pas servir beaucoup. Question sur cette entreprise à mission. Donc, vous êtes ce premier groupe international à le devenir. Comment les employés, tes collaborateurs, ont interprété ça? Tu vas dire que pour eux, c'était peut-être normal et c'était quelque chose qu'ils étaient déjà. Et puis, comment la concurrence a interprété ça? Écoute, en interne, pour la très très grande majorité, c'est hyper positif.
C'est hyper positif parce que c'est un second souffle en quelque sorte. Et puis en fait, on donne la finalité de l'action à l'ensemble des collaborateurs. Et il faut le reconnaître, aujourd'hui, c'est quand même hyper anxiogène de bosser dans n'importe quel groupe, quoi. Je veux dire, on sait que, a priori, 60% des métiers qui existeront dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Le monde est devenu tellement complexe qu'on en a même complexifié nos organisations. Et donc, quelque part, à la fin, on finit par être perdu et on n'en comprend plus tellement la finalité de ce qu'on fait. Et pourtant, on passe les 2/3 de notre vie au travail, quoi. Donc finalement, définir la raison d'être d'une entreprise, c'est quelque part, voilà, annoncer la finalité. Et à la réalité, en fait, c'est jamais vraiment terminé, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Mais du coup, c'est hyper positif parce que ça remet l'entreprise en mouvement. Ça donne du sens. Et franchement, enfin, moi, ce que j'en constate, c'est que je trouve que ça donne un véritable nouveau souffle, quoi. La concurrence? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, depuis qu'on est devenu entreprise à mission, dès que je poste un truc sur LinkedIn, j'arrête pas de voir. On voit qui voit, et L'Oréal, ils sont toujours dans le peloton de tête, quoi. Donc, je pense qu'on est sous les projecteurs. C'est eux que tu considères. Est-ce que c'est L'Oréal que tu considères comme le concurrent aujourd'hui? Non, c'est plus compliqué que ça. Non. Je pense que pour des gens mais ça dépend comme parce moi qui essaie de comprendre. Est-ce que quel serait ce portefeuille Par exemple, si tu prends le premier marché qui est la France, et que tu regardes en part de marché, notre premier concurrent c'est L'Oréal Paris, oui, parce que c'est une marque de masse, plus accessible comme Yves Rocher, et que voilà, on est sur le podium avec Nivea, et donc un coup c'est celui qui est numéro 1, c'est un tel, un coup c'est l'autre. Maintenant, si tu le prends sous la forme du business model en lui-même, donc plutôt à la fois intégré verticalement, mais retail et social selling, c'est plutôt un groupe comme Natura, qui est au Brésil, qui a racheté très fort dans Body Shop avec sûr. le retail et qui est très fort dans le social selling. Et en plus, sur la naturalité. Donc, c'est pour sous quel angle on le regarde. Une boîte n'a jamais fait faillite parce qu'elle perdait de l'argent. C'est toujours un problème de cash et de trésorerie. Parlons de l'entreprise à mission, Brice. Il y a quelque temps, nous sommes intervenus ensemble au Cercle des économistes et j'abordais le sujet des marges. Alors, marges sont évidemment essentielles pour les entreprises, mais je me posais la question, et je te posais la question et je voyais que tu étais d'accord avec moi. Pourquoi définir les marges comme on les définit aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une manière différente d'imaginer ces marges? Est-ce qu'on doit toujours penser à faire plus de marges? Je ne parle pas plus de revenus, mais plus de profits. Est-ce que le monde de demain, le monde économique de demain, ne pourrait pas être différent, en particulier sur cette définition de marge? Le raisonnement uniquement sur la marge, il se suffit pas à lui-même, quoi. Je pense qu'il faut à la fois intégrer la marge en disant c'est quoi le bon curseur, mais à partir du moment où on réduit la marge, il faut intégrer un autre raisonnement, c'est quoi la valeur immatérielle de mon entreprise? Parce que s'il y a une valeur immatérielle, il y a bien une valeur quelque part derrière. Et je sais plus qui le disait, c'était Thierry, je crois, qui disait, mais Thierry Déo, qui est patron de Meridiam. Exactement. Et il avait un raisonnement qui était très intéressant en disant, mais c'est ça qu'il faudrait formaliser en quelque sorte. Mais je trouvais que c'était intéressant ce qu'il disait en disant, mais finalement, plus la valeur immatérielle augmente, plus je diminue la volatilité. Et je trouve que là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Je trouvais que son raisonnement était pertinent, parce que sinon, si on est juste focalisé sur la marge, j'ai l'impression qu'on va être dans une impasse en permanence, quoi. Pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je parle pas pour le groupe Rocher, mais, oui, mais c'est une grande partie des entreprises. Là, l'objectif, aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir le maximum de marge. Mais je pense que, en tout cas, si c'est que toi et moi, on aura du mal à dire, mais comment faire pour diminuer les marges, quoi. Enfin, on va pas avoir gain de cause, on sera en minorité. On risque de perdre. Ouais. On sera en minorité. Parce que je pense que c'est pas suffisant, quoi. C'est-à-dire que réduire la marge n'a d'intérêt que si j'augmente la valeur immatérielle de ma marque. La valeur immatérielle, tu l'as en réinvestissant justement une partie en interne, dans tes équipes, dans ton développement, dans tout un tas de choses qui justement créent cette valeur
immatérielle, Ouais. mais tellement importante. Mais je pense que je pense qu'on va y venir parce que en fait la réalité c'est qu'une marque aujourd'hui elle s'adresse plus seulement à un individu mais à des communautés. Et force est de constater que il y a une forme de conscientisation, certes lente, mais qui est bien réelle aujourd'hui, et en plus qui se propage de manière très forte, puisque ces communautés, elles ont la capacité à se former hors proximité géographique. Donc il y a de plus en plus de communautés, et à la fin du fin, je veux dire, une marque, elle ne vole que si elle a des clients, et les clients, c'est, on avait parlé la dernière fois, c'est des citoyens. Et c'est même toi qui le disais très justement. Ah, merci. Je te le piquerai d'ailleurs. Ah, vas-y. Fais-toi plaisir. Finalement, le client, il vote, non pas avec un bulletin de vote, mais avec sa carte bancaire. Donc, justement, voilà. tu penses que toi, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 20 ans, tu penses que demain, les entreprises qui ne prennent pas ça très au sérieux, que ce soit une entreprise à mission, même sans aller jusqu'à là, de faire attention, de faire différemment, tu penses qu'elles survivront? Non, c'est clair que pour moi, alors c'est juste le temps que j'ai du mal à définir, quoi. Mais pour moi, à terme, les entreprises qui ne vont pas vers l'entreprise à mission, enfin le concept d'entreprise. Ah oui. Ah oui. Mais regarde, ce qui est quand même, c'était quoi il y a 2 ans maintenant, le patron de BlackRock qui avait quand même écrit à l'ensemble de ses CEO des différents investissements qu'il avait pu faire, etc., à travers son fonds, pour leur dire vous devez intégrer ça, parce qu'il a bien identifié que il allait avoir un déficit de goodwill à un moment donné. On en parlait tout à l'heure avec L'Oréal. Tu n'as jamais regardé une offre, parce qu'une histoire, on va pas en parler là, il y a eu une participation importante du groupe Sanofi, qui était actionnaire de L'Oréal. Ça vous a vacciné totalement dans la capacité d'avoir des actionnaires extérieurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu regarder? Est-ce qu'il y a parce que les Estée Lauder et autres, ou les Avon, je suis persuadé qu'il y en a. Ils sont nombreux, ceux qui ont dû tourner autour de vous. Pas une seule fois vous avez regardé? Non, on n'est pas vendeur. Non, mais la plupart des gens disent toujours ça. Mais vous, c'est. Alors, en fait, on n'est pas vendeur. C'est faux d'ailleurs, parce que mon grand-père, il a vendu son entreprise dans les années 70. Mais pourquoi? Parce qu'il avait des problèmes de santé. Oui, je l'ai dit précédemment. Mais à l'époque, dans les années 70, c'était en 73, lui s'est vu mourir. Et le groupe était pas ce qu'il est. Mais il avait déjà ses enfants, sa femme et tout. Il s'est dit, il faut que je mette un peu d'argent de côté parce que si jamais je passe l'arme à gauche, il faut que je sécurise ma famille. Et donc, il a vendu en 2 temps 60% de son groupe à Sanofi. Donc, la majorité. Il a réussi à garder le contrôle par un système de droit de vote, etc. Mais il avait vendu la majorité des droits financiers pour des raisons de santé. À ce stade, il est important de dire que le partenariat avec Sanofi a plutôt été positif, très bon. Oui. Et même d'ailleurs, je parlais des grèves de mai 68. Les magasins n'ont pas pris le relais comme ça du jour au lendemain. C'est Sanofi qui nous a sorti de l'impasse d'un point de vue financier. Une boîte a jamais fait faillite parce qu'elle perdait de l'argent. C'est toujours un problème de cash et de trésorerie. Et Sanofi était là à ce moment-là. Sauf que des années plus tard, fin des années 90, quand Sanofi décide de fusionner avec Syntelabo, qui appartenait à un laboratoire qui appartenait à L'Oréal, L'Oréal devient l'actionnaire de référence du nouvel ensemble Sanofi-Syntelabo. Et c'est vrai que mon grand-père n'avait jamais imaginé qu'on tomberait dans l'escarcelle de L'Oréal comme ça quand il vend sa participation dans les années 70. Donc bon du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté. C'était un combat judiciaire et ça a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris c'était en 98 et on en est sorti totalement en 2012 de cette histoire. Donc ça m'a pris du temps, mais on a tout racheté. C'est vrai que c'est plutôt l'inverse qui se passe habituellement. C'est plutôt les familles qui vendent, etc. Nous on a racheté. Je suis rentré dans la boîte parce que quand j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans, j'ai voulu rentrer dans la société pour 2 raisons. D'abord, il y avait un sujet de filiation. C'était la boîte que mon grand-père avait créée. Et mon père l'avait redressée parce que pour des diversifications hasardeuses dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, le groupe s'est retrouvé dans une situation compliquée. C'est mon père qui a repris la barre et qui l'a redressée. Et je voyais bien que mon père, il était aussi très impliqué
dans la gestion de son groupe et tout. J'ai voulu aussi connaître l'envers du décor, et donc par curiosité, je suis rentré dans ce groupe-là. Peu de chances que ton groupe soit racheté ces prochaines dizaines d'années. Entrer en bourse, même chose. Tu t'es pas posé la question? Non, mais enfin, je veux dire, l'entrée en bourse n'a d'intérêt que pour se financer. Raison, bien sûr, voilà. Un développement international. Très honnêtement, aujourd'hui, voilà, une acquisition importante. Oui. Quel conseil, toi, tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un, pas forcément un jeune, quelqu'un qui voudrait se lancer? Ce qui est important, ça doit venir au plus profond de soi, quelque part. C'est un peu comme une œuvre, l'œuvre d'un artiste, en fait, la création d'une société, quoi. Je veux dire, faut vraiment s'interroger sur le pourquoi. On revient sur la mission. Ouais, voilà. Et ça peut pas être le pognon. Je suis désolé de le dire, ça peut pas être le pognon. Dans ces cas-là, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit une plantade. Ou alors, on a de la chance, mais on en a jamais tout le temps de la chance, quoi. Donc il faut vraiment s'interroger sur le pourquoi. Est-ce qu'on s'investit? Pourquoi on se lance? Pourquoi? C'est pour moi, c'est le truc le plus parce que quoi qu'il arrive, ce sera difficile. Parce que quoi qu'il arrive, il faut sortir de sa zone de confort. Et si on s'est pas véritablement interrogé sur le pourquoi, à un moment donné, on finira par lâcher et par céder. Donc pour moi, c'est vraiment pourquoi je fais ça. Le pourquoi. Vous définissez la mission. J'adore. Maintenant, passons à quelques questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prêt? Non, je sais pas, on verra. On va voir. Qui est la personne qui t'a donné envie d'oser? C'est mon père. Quel est le péché mignon que tu n'as jamais osé avouer? Je ne crois pas être un bon musicien. Pourtant, j'adore la musique. Et j'adore la musique. Quel est ton instrument? Guitare, piano. Ouais. Quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer? La bêtise d'enfance que j'ai jamais osé avouer. T'as jamais fait. T'as été un enfant parfait qui faisait pas de bêtises ou qui te faisait prendre à chaque fois. Oui, je pense que j'ai dû me faire prendre à chaque fois, moi. Quel est le concurrent à qui tu n'oseras pas dire qu'il te fait peur? Qui je n'oserais pas dire qu'il me fait peur. À qui tu n'oseras pas dire qu'il te fait peur? Très honnêtement, dans le domaine des concurrents, on en parlait. L'Oréal, c'est quand même c'est le numéro 1 mondial de la cosmétique, c'est pas pour rien. Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour réussir? Ça c'est très très simple. Trahir mes valeurs. Je suis un homme de principe, moi. Qui est la personnalité que tu admires et à qui tu n'oserais pas parler? Pas timide. Non, ouais, Tiré. Ouais, je dirais. Quel échec tu n'as jamais osé avouer? Je suis pas vraiment un homme de diplôme. J'ai même pas mon permis de conduire. C'est un échec, ça peut être vu comme un échec. Qui est la personne à qui tu n'as jamais osé dire je t'aime? Je dis pas assez souvent à ma femme, ça c'est sûr. Qu'as-tu envie d'oser demain? Devenir une entreprise à mission, ça revient à transformer l'entreprise de fond en comble. Donc ça impose une forme de rigueur et de détermination qui doit se travailler dans le temps, et c'est pas 6 mois de boulot, quoi. Et un quiz pour terminer, ça sera plus simple. 2 choix de réponse qui sont oui ou non. Est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse? Oui. Est-ce que tu oserais dire à quelqu'un que son idée est nulle? Je suis pas sûr qu'une idée soit nulle. Pertinente à un moment donné. Elle peut être améliorée, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais oui, alors faut vraiment qu'elle soit nulle. Hein. D'accord. Si c'est vraiment très nul. Ouais. Est-ce que tu oserais séduire pour parvenir à tes fins? Je suis pas un séducteur. Est-ce que tu oserais avouer un échec? Oui. Est-ce que tu oserais te lancer dans la politique? Je crois que ça se passerait pas bien du tout. Tu veux en dire un peu plus? Non. Non, c'est pas fait pour moi, ça. Est-ce que tu oserais t'approprier une parole qui n'est pas la tienne? Oui, je l'ai déjà fait. Est-ce que tu oserais aller vivre sur une île déserte
avec ta femme et tes enfants pour 1 année. Tu sais, maintenant, avec le télétravail... La Corse, Brice, n'est pas une île déserte. Non, c'est pas une île déserte, je te le confirme. Est-ce que tu oserais participer à l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna? Non. Est-ce que tu oserais tout recommencer à zéro? Tout recommencer à zéro? À la fin de ma vie, ouais. Brice, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et d'avoir écouté ce nouvel épisode de Ose. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré et surtout donné envie d'oser. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour en parler autour de vous. Notez 5 étoiles et laissez un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez tout simplement envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn. Il suffit de taper mon nom, Alexandre Mars, ou envoyer un email sur podcastose@gmail.com. Enfin, si vous aimez les histoires uniques, retrouvez-moi aussi dans mon autre podcast, Contre toute attente, où mes invités ont aussi osé à leur manière et nous racontent comment ils ont réussi à déjouer les statistiques et à réussir.